Alors, je vais d'abord vous présenter notre conférencier. Donc, Christos Boutsoukis est diplômé de la faculté de Thessaloniki en Grèce en 2003. Il a fait son postgraduate programme dans la même université de 2003 à 2006. Il a fait son PhD de 2006 à 2010 en collaboration avec ACTA, qui est la faculté d'Amsterdam, et dans les départements de physique des fluides de l'université de Twente, aussi aux Pays-Bas. Il est maintenant assistant professeur dans le département d'Ondonci à ACTA. Surtout, il a travaillé énormément sur les problèmes de l'irrigation. Et donc, je vais lui céder la parole pour nous parler de ces bulles dans les canaux. It's yours. Good afternoon. I hope you can hear me first of all. I apologize. Bonjour tout d'abord. Je voudrais m'assurer que vous m'entendez bien. Mon français est déplorable, je ne comprends rien et je ne suis pas capable de m'exprimer en français. C'est ma deuxième fois à Paris, troisième fois en France et je suis toujours ravie de pouvoir venir ici. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Nous allons parler de bulles dans le canal radiculaire et des bulles au cours de l'irrigation. Il c'est déjà un peu tard et je vais vous parler un petit peu de bière, de champagne et de cuisine pour ne pas trop vous ennuyer. Avant de commencer, je voudrais vous dire que je n'ai rien à voir avec les produits ou les sociétés dont je vais parler et vous allez vite comprendre pourquoi personne ne veut me payer ou qu'une société ne veut me payer pour parler de cela. Donc, les informations viennent des études que nous réalisons à l'Université d'Amsterdam. Parlons un petit peu des bulles. Les bulles sont partout autour de nous, on les voit tous les jours, des petites bulles, des grosses bulles. On peut les voir, on peut les utiliser, on peut les goûter parfois, comme dans les exemples que vous voyez ici, mais qu'est-ce que c'est qu'une bulle exactement? D'après la définition, une bulle est une petite quantité de gaz à l'intérieur d'un liquide, une poche de gaz dans un liquide. Si l'on parle de bulles dans le canal radiculaire, le liquide est un irrigant et quel type de bulle peut-on avoir? On peut avoir de l'air, on peut avoir de la vapeur d'eau, on peut avoir de l'oxygène ou du Cl2 ou des chloramines ou toutes sortes d'autres produits chimiques qui se développent lorsque l'hypochlorite de sodium interagit avec d'autres éléments qu'il rencontre dans le canal. Il y a des questions intéressantes auxquelles je vais essayer de répondre. Comment est-ce que des bulles peuvent apparaître dans le canal? Et qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'elles restent à l'état de bulle? Est-ce qu'elles font quelque chose? Sont-elles utiles? Est-ce qu'elles peuvent nous aider à nettoyer le canal ou à la désinfection? Et peuvent-elles poser des problèmes? Commençons par la première question. Comment elles apparaissent? Tout d'abord, les bulles sont peut-être déjà là. On sait déjà que des liquides contiennent de petites quantités de gaz, de l'oxygène et peut-être d'autres gaz. Et c'est la raison pour laquelle les poissons peuvent respirer dans l'eau. Si vous prenez un verre d'eau et que vous regardez de près, vous trouverez de petites bulles près de la paroi du verre. Donc, nos irrigants peuvent parfois contenir déjà de petites bulles lorsqu'on les utilise. Une autre possibilité, c'est que l'air peut être piégé lorsqu'on irrigue. Je vais vous montrer une vidéo qui montre comment le canal radiculaire est rempli d'irrigants. Alors, je descends. Là, c'est une grosse bulle.
Donc voici l'irrigant qui remplit le canal vide et cette chose bleue, c'est l'interface entre l'air et l'irrigant. Donc vous voyez qu'il y a une bulle d'air qui est piégée, c'est cette zone-là, et le reste du canal est rempli d'un irrigant. Ce cas-ci est plus intéressant avec beaucoup plus de bulles, bien évidemment. Et on peut avoir un piégeage de bulles lorsqu'on utilise d'autres méthodes telles que l'activation par ultrasons. Vous avez ici un appareil à ultrasons. L'air est piégé là et pénètre dans le canal. L'autre moyen facile de créer des bulles dans le canal radiculaire consiste à créer des réactions chimiques. On sait que l'hypochlorite de sodium est en contact avec le collagène de la dentine, etc. Des bulles de gaz se forment. Voici une autre vidéo et on voit le flux d'hypochlorite de sodium qui est envoyé. Voyez ce qui se passe. Vous voyez des bulles qui quittent le biofilm, se développent et à un moment, elles sont emportées par le flux. Si vous utilisez un grossissement, lorsque vous faites ces traitements de canal, je suis certain que vous aurez vu ces bulles dans la chambre canalaire. Ce n'est pas le seul moyen de créer des bulles dans le canal et le moment est venu maintenant de vous parler de cuisine. Je vais supposer que tout le monde sait comment se passe l'ébullition de l'eau. Que se passe-t-il lorsque vous faites bouillir de l'eau? Vous augmentez la température, vous apportez de la chaleur à l'eau. Les molécules ont suffisamment d'énergie pour passer de l'état liquide ici à l'état de vapeur. Et c'est également la manière dont nous faisons cuire les aliments. Ce qu'on ne voit pas habituellement, c'est qu'il y a une force qui s'oppose, qui opère en même temps. Et nous avons la pression atmosphérique de l'air autour de nous qui pousse les molécules de vapeur afin qu'elles retournent dans la partie liquide. Et en même temps, il y a la température et la pression qui s'opposent. En manipulant cette interaction, on peut avoir des cocottes minutes et cuire les aliments beaucoup plus vite. Alors, respirons un grand coup parce que la vue suivante est compliquée. Voici un diagramme. Et c'est ce qu'on appelle le diagramme de phase, qui montre si l'eau est sous phase solide ou gazeuse ou liquide, et pour différentes conditions de pression et de température. Donc là, il s'agit du diagramme de phase de l'eau et pas pour l'hypochlorite de sodium. On a beaucoup d'informations sur l'eau et la plupart de nos irrigants sont composés essentiellement d'eau, donc la situation est très semblable à celle-ci. Je suis certain que vous connaissez au moins deux des points de ce diagramme. Donc, à 0 degré, on sait que l'eau se transforme en glace et qu'à 100 degrés Celsius, l'eau se transforme en gaz. Alors, où se trouve la cocotte minute? J'ai déjà appuyé par erreur, donc vous avez déjà vu. La cocotte minute se situe ici. Et ce qui se passe, c'est qu'en fermant de manière hermétique, on augmente la pression des aliments qui se trouvent à l'intérieur et cette température plus élevée est atteinte avant que ça se transforme en gaz. Donc, dans une casserole normale, vous ne pouvez pas cuire à plus de 100 degrés, mais dans une cocotte minute, vous cuirez à 120 ou 125 degrés. C'est la raison pour laquelle les aliments sont cuits plus rapidement. Là, donc, il s'agissait de cuisine. On retourne à l'endontologie. Vous avez la pression et une température qui est indiquée ici, une température d'à peu près 37 degrés. Il y a deux conditions pour créer des bulles, parce qu'il faut c'est passer du bleu au jaune, et donc il faut traverser cette ligne noire. Je peux la traverser vers le bas en réduisant la pression, et je peux faire par des ondes d'ultrasons acoustiques, ou l'autre manière, c'est de traverser la ligne de cette manière en augmentant la température. Et je peux le faire grâce au laser. Je vais commencer avec les ondes acoustiques, c'est un petit peu plus compliqué. Comment est-ce qu'une onde acoustique peut diminuer la pression? Ça peut paraître bizarre. Supposons que ce piston rouge soit une lime ultrasonique qui se déplace de gauche à droite
et vous voyez votre irrigant. Et lorsque ça se déplace vers la droite, il y a une zone de haute pression qui se déplace et qui se forme, et cette zone se déplace de gauche à droite. Et ensuite, vous avez une zone de plus faible pression, comme vous le voyez ici. Donc, suivant la rapidité du déplacement, on peut créer des zones de haute pression ou de basse pression dans le canal. Cette faible pression, ces zones de faible pression, ont une pression qui est suffisamment basse pour permettre la formation de bulles. Et vous le verrez tout de suite. Là, il s'agit d'une simulation sur ordinateur qu'on a faite dans notre université. Et vous voyez une coupe de cette ligne ultrason, et les couleurs indiquent les pressions dans le canal radiculaire. Que se passe-t-il lorsque cette ligne se déplace? Vous voyez les points bleus qui se forment derrière cette ligne. Et ce sont des zones de basse pression, et dans ces zones, on peut créer des bulles. Et ces bulles sont visibles ici. Là, il s'agit d'une expérience d'imagerie à grande vitesse, la lime ultrason qui se déplace du haut vers le bas. Et juste derrière, vous avez des zones où des bulles de cavitation se forment. Parlons un petit peu des autres méthodes. Comment est-ce que les lasers peuvent être utilisés pour créer des bulles dans le canal radiculaire? On peut y penser comme si c'était une manière de faire bouillir l'irrigant dans le canal à très grande vitesse. Si vous avez une pointe laser dans le canal, lorsque le laser est activé, l'énergie est absorbée par l'irrigant qui se trouve devant. Ensuite, l'irrigant se vaporise et crée des bulles. Là, ce ne sont pas des bulles, ce sont des artefacts. Là, en noir, c'est la bulle qui se développe. Ça pose un petit problème. On ne peut pas le faire avec n'importe quel type de laser. Voici une autre vue intéressante qui exige que vous respiriez un grand coup, et on va le faire doucement. Il s'agit du spectre d'absorption de l'eau, ce qui signifie... Vous voyez ici quelle est la quantité de lumière qui est absorbée par l'eau pour différents types de longueurs d'onde de lumière. Vous avez la longueur d'onde ici et vous avez l'absorption là. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour constater que le maximum se situe ici. Cette longueur d'onde est absorbée de la meilleure des manières possibles par l'eau, et cette longueur d'onde correspond au laser Erbium-YAG. Ce type de laser peut être absorbé de la manière la plus efficace et peut créer des bulles dans un irrigant ou de l'eau de la manière la plus efficace. Le laser Erbium Chrome Y que vous voyez en dessous est un peu moins efficace. Alors, ils coûtent 50 à 60 000 € ou plus et prennent beaucoup de place dans votre cabinet. Si vous posez la question de ce qui se passe avec les lasers radiodes, ils se situent à peu près ici vers 800 à 900 nanomètres. L'absorption est bien plus faible, comme vous le voyez. Alors, il ne faut pas se faire avoir. Cette absorption ici, ce n'est pas la moitié du maximum. Il s'agit d'une échelle logarithmique, donc la différence, c'est 10 000 fois. Ce n'est pas la moitié. Il y a une différence énorme. Donc, si vous voulez vraiment créer des bulles dans le canal radiculaire, vous avez besoin de ce type de laser qui est indiqué là. Les autres ne fonctionnent pas réellement. Alors, donc, on a passé la première partie assez difficile. Donc, le message à retenir, c'est que les bulles sont des poches de gaz dans un liquide. L'origine, c'est qu'elles sont peut-être déjà dans l'irrigant. Les bulles peuvent être piégées dans l'interface. Elles peuvent être causées par des réactions chimiques ou par une diminution de la température, de la pression, ou une augmentation de la température. Question suivante, qu'advient-il de ces bulles et sont-elles utiles ou pas? Avant d'aller dans cette direction, en répondant à la question, il faut voir quelles sont les forces qui agissent sur les bulles et quel genre de choses se passent au niveau des bulles. Il y a tout d'abord des forces qui agissent sur la bulle, qui essaient de réduire leur taille. Il y a de la pression. Le liquide autour pousse sur la bulle qui devient plus petite et le gaz résiste. Nous avons une tension de surface qui essaie également de réduire la taille de la bulle, et il peut y avoir un flux ici. Il se peut que
que l'irrigant se déplace dans le canal et transporte les bulles ailleurs. Et il y a la flottabilité qui pousse les bulles vers le haut. Alors, rendons les choses un petit peu plus pratiques. Dans le canal radiculaire, si vous avez des bulles qui sont stables et qu'elles ne se déplacent pas, elles ne vous aident pas beaucoup. Elles ne contribuent pas au nettoyage. Elles ont tendance à coller aux parois du fait des tensions de surface. Et si elles sont stables, elles ne vont rien nettoyer. Elles sont là, assises tranquillement et poseront peut-être des problèmes, comme on le verra vers la fin. Mais on peut peut-être les obliger à être utiles si on les force à osciller, à vibrer. Comment peut-on faire cela? Rappelez-vous ce que je vous ai montré avec l'onde acoustique. Alors supposons que vous ayez une bulle ici quelque part. Lorsque l'onde acoustique traverse le canal, la bulle sera périodiquement réduite et augmentera de taille puisque la pression autour change. C'est ce qu'on appelle la cavitation stable. Et là, c'est une vidéo à haute vitesse qui vous montre des bulles dans un canal latéral. Vous voyez ici la sonde à ultrasons. La lime à ultrasons, et vous voyez ce qui se passe. Donc, il y a un déplacement de la lime et on voit les bulles qui oscillent dans le canal. Ce n'est pas le meilleur des moyens d'utiliser les bulles dans le canal. Ça améliore un petit peu le flux, l'écoulement de l'hypochlorite de sodium, mais ce n'est pas la manière la plus efficace. Que peut-on faire de plus? Si l'onde acoustique est bien plus forte, on peut avoir un type de cavitation différent. On peut avoir une cavitation transitoire. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Supposons qu'on ait de l'eau, voici la surface, vous avez la lime à ultrasons qui se déplace du haut vers le bas ici, et au départ, elle se déplace vers le haut, une faible pression se forme derrière, et il y a cette petite bulle qui se forme et qui grandit jusqu'à ce qu'elle atteigne une certaine taille. À un certain moment, la lime va descendre et la pression va augmenter et la bulle va s'effondrer. Donc il y a implosion de la bulle, pas explosion mais implosion de la bulle qui s'effondre sur elle-même. C'est la même chose en 3D et la chose intéressante ici, c'est que ces bulles qui s'effondrent, qui implosent, créent des ondes de choc qui se propagent dans le canal et cela crée des jets d'hypochlorite de sodium qui chauffent la paroi à proximité. Et ce sont des effets très puissants. Si vous vous demandez si ça peut être utile, eh bien, il s'agit d'un événement qui est ultra rapide, qui se fait en quelques microsecondes, mais il faut prendre en compte le fait que ça ne se produit pas une fois, cela se produit 60 000 fois par seconde, et on parle de beaucoup de bulles à chaque fois. Donc voici des bulles de cavitation qui se forment autour de cette lime à ultrasons et qui s'effondrent. Est-ce que c'est utile? Eh bien, ce sont des événements ultra puissants. La cavitation se produit dans des circonstances différentes, autour des hélices des navires. Vous voyez ici des bulles de cavitation. Et l'effondrement peut causer des dégâts sur un composant en acier inoxydable, comme on le voit ici. Donc, ces bulles sont suffisamment puissantes pour nous aider à nettoyer. Une autre chose qui se produit, c'est qu'à l'intérieur de la bulle, lorsque la bulle s'effondre, il y a une très forte pression, une très forte température, et dans ces conditions, des réactions chimiques peuvent s'accélérer. On sait que ça se produit dans d'autres circonstances. Il y a des indications selon lesquelles ça se produit également au sein du canal radiculaire dans certaines circonstances. Il n'y a qu'un tout petit problème lorsqu'on utilise des instruments à ultrasons qui vibrent, par exemple. Les bulles de cavitation transitoire apparaissent toujours autour de l'instrument. Et comme vous le voyez dans cette vidéo, l'effondrement se fait autour de l'instrument. Donc, en gros, ça nettoie très très bien l'instrument. Et ce qu'on voudrait, c'est que ça nettoie la paroi du canal et pas l'instrument. Vous voyez ici une cavitation stable et une cavitation transitoire en même temps. Vous voyez ici l'appareil ultrason, et si vous regardez de près, vous voyez une cavitation transitoire à proximité de la lime et vous voyez une cavitation transitoire ailleurs.
C'est ce qui se passe généralement. Les bulles de cavitation stable peuvent se trouver n'importe où, mais la cavitation transitoire se produit malheureusement autour de la lime. Comment peut-on créer une cavitation dans un canal radiculaire? Ça dépend du type de dispositif et de pointe que vous allez utiliser. Les appareils ultrasons ne peuvent pas créer, enfin, les appareils soniques ne peuvent pas créer cette cavitation, mais les ultrasons peuvent créer beaucoup de cavitations si vous réglez sur fort. La quantité de cavitation qu'on crée dépend beaucoup du type de lime qu'on utilise. Et il semblerait que ces Irisafe produisent plus de cavitations que les Limca. Et on a pensé que c'était du fait de la forme. Les cas sont coniques, tronconiques. Et l'oscillation maximum se produit au niveau de la pointe. C'est la raison pour laquelle la plus grande partie de la cavitation se produit près de la pointe. Cette zone brillante vous montre là où se produit la cavitation. Si vous utilisez les limes Irisafe, elles ne sont pas tronconiques. Et donc, elles vibrent à une forte amplitude et il peut y avoir une cavitation qui se produit à de très nombreux endroits. C'est la raison pour laquelle elles produisent plus de cavitations dans les canaux. Bien entendu, il faut garder à l'esprit que dans cette expérience, ils ont utilisé des instruments taille 25 et c'est gros par rapport à un grand nombre des canaux que nous traitons. Et le réglage utilisé est très élevé également. La recommandation à l'heure actuelle, c'est jusqu'à 30-35% maximum. Donc ne vous attendez pas à avoir cette quantité de cavitation dans un canal. Vous n'aurez jamais ça, ce sera plutôt dans cette zone-là. Alors, est-ce que les irrigants peuvent avoir une influence sur la quantité de cavitation que nous créons dans un canal? C'est possible, oui. Voici la quantité de cavitation produite avec de l'eau normale, l'eau du robinet. Si l'on prend cette eau et qu'on retire tout le gaz qui se trouve à l'intérieur, toutes les bulles, on trouve de l'eau dégazéifiée et ça ne produit pas de cavitation. Si vous prenez de l'eau normale et que vous rajoutez plus d'air dedans, vous aurez de l'eau saturée qui en a un peu plus. Maintenant, ce n'est pas très intéressant parce qu'on n'irrigue pas vraiment avec de l'eau. On irrigue avec de l'hypochlorite de sodium. Donc j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Cet hypochlorite de sodium peut créer beaucoup plus de cavitation, comme vous voyez ici, beaucoup plus que l'eau. Et lorsque les concentrations sont plus élevées, la cavitation augmente. Pourquoi cela se produit-il? On sait que les ions à l'intérieur de l'hypochlorite de sodium stabilisent les bulles, permettent aux bulles de croître plus et de rester pendant plus longtemps, donc elles sont très utiles. Alors, voyons en quoi cela peut être pertinent sur le plan clinique et est-ce que c'est utile lorsqu'on essaie de nettoyer les canaux radiculaires. Pendant longtemps, on a pensé que la cavitation était impossible. Sur la base d'études des années 80 et 90, on a pensé que la cavitation ne pouvait fonctionner que lorsqu'on utilisait un détartreur à ultrasons à l'extérieur du canal. Mais avec les nouveaux dispositifs et dans certaines conditions, il est possible de provoquer une cavitation, dans certains cas, à l'intérieur du canal. Et on a commencé à quantifier l'effet qu'on obtient de la cavitation et la quantité de nettoyage qui se produit du fait de la cavitation. On a utilisé de l'eau dégazéifiée ou de l'eau saturée pour retirer de l'hydrogel d'un canal latéral. L'hydrogel est censé imiter la réaction du biofilm. Donc vous voyez ce qui a été retiré, la ligne bleue avec de l'eau dégazéifiée, pas de cavitation du tout. Tout le nettoyage venait du flux acoustique créé par ces limes à ultrasons. Avec de l'eau saturée, beaucoup plus de cavitation, et cet effet vient du streaming acoustique et de la cavitation, les deux combinés. Donc ça, c'est le nettoyage qui est venu. La différence, c'est la contribution de la cavitation. Il faut faire attention parce que des instruments gros ont été utilisés, les réglages étaient plus élevés qu'habituellement. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'on n'irrigue pas les canaux avec de l'eau
normal, on utilise de l'hypochlorite de sodium. Et là, ils ont utilisé de l'eau, donc ils ont exclu tous les effets chimiques. Tout le nettoyage chimique n'est pas présent ici. Ce qu'on a normalement dans un canal. Et donc, ce serait différent si on utilisait de l'hypochlorite de sodium. Voyons maintenant les choses tout à fait sophistiquées. Alors voilà ce qui se passe lorsque l'on applique une irrigation activée par le laser. Vous voyez ici le canal radiculaire rempli d'irrigants, hypochlorite de sodium, et vous voyez la pointe laser qui est activée, le laser erbium YAG, celui qui coûte cher. Voici ce qui se passe lorsqu'il est activé. L'irrigant devant absorbe l'énergie et se transforme en vapeur, et de grosses bulles se produisent et se répandent en direction coronaire et apicale. Et vous envoyez une impulsion puis une autre impulsion. Dès que l'impulsion laser s'arrête, la pression du liquide autour, la pression de l'irrigant, pousse les bulles et les fait s'effondrer. Et les bulles s'effondrent lentement. Et au cours de leur explosion, il y a des ondes de choc qui poussent d'autres bulles dans le canal, comme ici à l'apex. Alors, on fait tourner la vidéo une fois de plus. Ces bulles qui sautent de l'apex sont des bulles secondaires après que les bulles principales se sont effondrées. Elles apparaissent également dans d'autres parties du canal. Voici la partie supérieure du même canal que vous avez ici, sur la partie coronaire et médiane. Et vous voyez l'apparition des bulles lorsque les bulles principales s'effondrent. L'irrigation activée par le laser est tout à fait efficace. Je vous donnerai des détails supplémentaires dans quelques instants, mais ça semble fonctionner. Récemment, il y a eu une autre hypothèse qui a été émise et les personnes qui ont suggéré cette méthode ont développé une pointe laser conique différente et utilisent des réglages différents, des impulsions plus courtes et moins d'énergie, et suggèrent qu'on a besoin de placer la pointe laser que ici dans la partie coronaire. Et je me pose la question si on peut trouver une méthode meilleure pour créer des bulles. Pourquoi est-ce qu'on suggérerait de déplacer la pointe laser de là à là, de là où elle se trouve normalement à là? Pourquoi souhaite-t-on se compliquer les choses lorsque l'on nettoie le canal? Je pense à trois raisons différentes. Tout d'abord, ces pointes laser sont assez grosses. Ça va de 30 à 60. Dans de nombreux cas, il est très difficile de les enfoncer profondément dans le canal. Deuxième chose, je pense que les personnes qui ont mis au point ces pointes sont en faveur d'interventions qui sont minimalement invasives. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord qu'il faille réduire au minimum la préparation des canaux. Et donc, si vous voulez un élargissement minimum du canal, vous n'avez pas suffisamment de place pour faire descendre la pointe. Et par ailleurs, si vous mettez la pointe ici, un des principaux problèmes, c'est que vous poussez l'irrigant à travers le foramen apical et vous avez extrusion et éventuellement des plaintes de la part du patient. Donc, il a été décidé de recommander que la pointe soit placée ici. Alors, je me demande, est-ce qu'on est vraiment capable, avec les mêmes types de lasers, les mêmes réglages, est-ce qu'on peut réellement créer des ondes de pression et des bulles dans ce canal radiculaire afin qu'il y ait nettoyage jusqu'à l'extrémité apicale du canal et que rien n'aille 1 millimètre plus loin? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible dans tous les cas et dans tous les canaux? Moi, je pense que c'est extrêmement difficile parce qu'il faut vraiment essayer de pousser l'irrigant de tout là-haut vers tout là en bas. Et c'est très difficile.
Donc, sur le plan clinique, quelle est la pertinence? Lorsqu'on parle d'activation ultrasonique, les effets peuvent venir du streaming ou de la cavitation. Lorsqu'on parle du laser, tout vient des bulles, il n'y a pas de streaming. Donc, tout ce qu'on voit après l'activation du laser est causé par les bulles de cavitation. L'irrigation activée par le laser semble être meilleure que les ultrasons pour des périodes d'activation courtes de l'ordre de 20 secondes. Cependant, certaines études indiquent que si l'on augmente les temps d'activation à peu près 60 secondes, les résultats sont similaires entre le laser et les ultrasons. Les PIPS, c'est une très longue discussion. Certaines considèrent que ça ne marche pas du tout, ça ne fait rien. D'autres études montrent que ça fonctionne de la même façon que la LAI. Très peu d'études montrent que c'est meilleur. Cependant, je dois vous mettre en garde, on parle de laser ici qui coûte 60 000 €. Et il y a énormément de conflits d'intérêts derrière tout cela. Dans un grand nombre d'études, vous voyez des gens ceux qui font la promotion des lasers sont parfois les inventeurs des lasers et il y a des sociétés qui sont impliquées. Donc il faut faire extrêmement attention lorsqu'on lit ces études parce que c'est publié dans le Journal of Endodontics. Ça ne veut pas dire que ce soit bien. On peut changer le protocole très légèrement et donner l'impression que les lasers font mieux. Alors, je vous ai parlé de l'intérêt des bulles. Peut-être faut-il parler des risques et des problèmes potentiels. Tout d'abord, on pourrait parfaitement avoir quelque part une grande bulle coincée quelque part qui empêche l'irrigant de passer. Par exemple, quand on remplit le canal avec une seringue, ici, on peut toujours avoir une bulle d'air apicale qui empêche l'irrigant d'atteindre l'extrémité apicale. Ici, le même type de bulle qui empêche donc la teinture d'atteindre ici. Et là, on a encore une fois des bulles apicales qui empêchent l'irrigant d'atteindre l'extrémité. Alors, si on parle du canal radiculaire principal, ce n'est pas très difficile de se débarrasser de ces bulles. Il suffit d'avoir une aiguille qui aille un peu plus loin. Quand on a à peu près 1 millimètre plus loin, alors l'irrigant peut atteindre l'extrémité apicale sans qu'il y ait de bulles. Ces bulles sont alors disparaissent. Il y a toujours une bulle, mais elle disparaît, vous voyez. Une toute petite bulle tout en haut. On voit la même chose ici. Dans ces films tirés pendant les expériences, un canal vide et une toute petite bulle ici qui ne posera aucune difficulté puisqu'elle est trop petite. Et même avec une bulle, il suffit de la percer avec un instrument, une aiguille, une lime ultrasonique, tout ce que vous voulez. Et donc on peut parfaitement extraire ou faire disparaître cette bulle du canal principal. Mais qu'en est-il lorsque la bulle se trouve ailleurs? Ici, vous avez le canal principal, la lime ultrason, ici, le gel qu'on essaie de retirer. Vous voyez ce qui se passe là? Je lance le film et vous voyez la vibration, le fonctionnement de la lime. On voit l'hydrogel qui sort, mais on voit également des bulles là qui apparaissent dans le canal latéral et à la surface de l'hydrogel. Et là, en fait, elles servent de joints qui empêchent les ondes et l'irrigant d'accéder plus loin. Donc, on a calculé l'effet des bulles. Lorsqu'il n'y a pas de bulles dans le canal latéral, on a cette performance-là, mais quand il y en a, on a celle-ci, la ligne rouge, donc l'effet est bien moindre. Ces bulles posent une difficulté en termes de pénétration, c'est vrai, mais également en termes de streaming acoustique. Malheureusement, je n'ai pas d'instrument à aller insérer dans ce canal latéral. Donc il faut garder à l'esprit que les bulles, ça peut être bien, mais ça peut également poser des problèmes. Ça, c'est finalement assez récent comme découverte, publiée en 2018. On est en train d'essayer de comprendre toujours ce qu'en est l'effet
et comment nous pouvons éviter ces choses-là. Alors, résumé de la deuxième partie. Donc, si on a des bulles dans le canal radiculaire qui ne servent à rien, elles ne vous aident absolument pas à nettoyer. Avec une cavitation stable, c'est-à-dire ces bulles qui gonflent et qui se dégonflent, bon, ça peut être un peu utile, mais ce n'est pas très utile. Quand on a une cavitation transitoire, c'est-à-dire ces bulles qui grossissent et qui implosent, alors on peut avoir des ondes de choc et un effet sonochimique, et c'est ça qu'on cherche. Du point de vue du nettoyage par ultrasons, là, l'effet des bulles est limité. Je crois que c'est vraiment à cause du streaming que ces bulles apparaissent ou que l'effet est perçu. Nettoyage laser, là, ça marche précisément à cause des bulles. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un laser pour nettoyer un peu mieux? Je ne sais pas, hein, on peut en reparler après si c'est la question que vous posez, mais c'est une question très complexe. Et puis, encore une fois, les bulles peuvent causer des difficultés dans le canal en empêchant la pénétration et en atténuant les effets des ondes acoustiques. Alors pour la fin, je voulais regarder un sujet dont on parle souvent en odontie. Il y a toute une série d'instruments, là je vous en ai proposé quelques-uns, et souvent on en parle comme des activateurs d'irrigants ou alors comme agitateurs. Je suis sûr que les sociétés veulent parler d'activateurs puisque ça vend mieux, ça devrait vous inciter à acheter quelque chose qui va activer l'irrigant plutôt que quelque chose qui l'agite. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de vraies réponses encore. Je vais essayer de vous proposer une réponse néanmoins. La question est donc de se demander si on peut, par une méthode ou une autre, produire ces bulles qui augmentent et qui implosent, qui ont un effet chimique et qui produisent un effet chimique. Si la réponse c'est oui, alors on a bien une activation de l'irrigant. Si des bulles ne sont pas produites, alors c'est juste une agitation, quelque chose qui agite, qui bouge, qui déplace l'irrigant dans le canal. Les méthodes qui nous sont connues aujourd'hui, qui produisent qui a une activation, ce sont les ultrasons et certains lasers. Tout le reste, c'est de l'agitation de l'irrigant. Voilà, je pense que j'en ai sans doute assez dit. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci de votre attention. Thank you, Christos. Merci Christos. Une question qui nous est posée par quelqu'un dans la salle. Est-ce qu'une bulle apicale est plus fréquente sur une dent supérieure que sur une dent inférieure? Réponse, eh bien, si vous traitez vos patients en position verticale comme moi aujourd'hui, oui, les dents d'en haut sont effectivement plus propices à avoir des bulles puisque à cause de leur flottabilité. Mais généralement, on traite les patients allongés, donc finalement, c'est à peu près la même chose. Et deuxième élément de réponse, on peut toujours extraire une bulle dent apicale, même quand le patient est debout, si on insère la pointe suffisamment loin. Donc ce n'est pas vraiment un problème. Je me demandais si l'on peut... on pouvait faire sortir la bulle au-delà du foramen. Écoutez, je ne suis pas sûr qu'on ait d'éléments qui permettent de répondre que oui. En théorie, une petite bulle pourrait être expulsée, mais pas suffisamment pour produire un emphysème, puisque c'est une toute petite quantité d'air ou de gaz. Puis je vous rappelle que s'il y a une bulle apicale, en fait, le foramen est étroit. S'il est étroit, la bulle ne va pas passer. Mais s'il y a une constriction, alors ça devrait empêcher le passage de la bulle. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un vrai problème.
Vous avez parlé de lasers et des différents types. Est-ce qu'il y a une différence entre les sweeps, les kips, les I discussed about laser-activated irrigation already. It's the method with the laser tip deep inside the canal. And we talked about pips, which is the method with Alors on a parlé des pips, je vous en ai parlé effectivement, où on a le laser en haut de la chambre. On a également le sweeps, qui est finalement une autre nouvelle version du pips. C'est à peu près la même chose. La différence étant que PIPS fonctionne avec une impulsion unique, donc impulsion, bulle et effondrement ou implosion de la bulle. Mais SWIPS, on a deux impulsions très proches l'une de l'autre. La première va donc créer la bulle et avant qu'elle ne s'effondre ou qu'elle n'implose, la deuxième impulsion va précipiter l'implosion et l'accélérer et renforcer son intensité. Donc c'est une manière d'amélioration sur le PIPS. Mais pour l'instant, je n'ai trouvé que quelques articles sur les SWIPS et dans les deux cas, le constructeur était impliqué. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. De combiner deux impulsions pour que les bulles soient plus grandes encore et que l'effet de l'implosion soit plus puissant, c'est une bonne idée, mais j'attendrai d'en savoir plus. Je ne vois pas qu'il y ait d'autres questions de la salle. Ah, pardon, si, je vois que quelqu'un dans la salle, oui. Normalement en anglais, ici. The question is about the gentle wave, and you know that it uses degates sodium hypochlorite. So apparently it is something good, as you say. So what's your opinion for $70,000 Well, I had some slides about gentle wave, but because it's not really available in Europe, I decided to get them out. So let me explain very briefly. Gentle wave is a device that is sold somewhere in the United States at the moment. De Genowald qui est disponible aux États-Unis et qui est supposé nettoyer le canal sans instrument. Donc on ouvre, on met l'instrument dans la cavité et ça fait tout seul, cavitation et streaming et nettoyage complet. Alors ça marche avec des bulles en fait. Hein. Alors attendez, je ne sais pas si j'ai mes clichés, je vais essayer de vous les retrouver. You need help to see your computer? Wait. Yeah. So this is the device. Voilà la chose. En fait, ça produit un streaming ici dans la chambre. Les bulles apparaissent, des bulles qui s'effondrent et qui à plusieurs et qui produisent donc une onde de choc dans les différents éléments du système radiculaire. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces irrigants par gaz? Le fait est qu'on veut ici des bulles en haut, mais pas dans les irrigants. Si on utilise des irrigants ordinaires, on a des bulles jusqu'en bas et une vaporisation, alors qu'ils n'utilisent aucune aiguille ou autre instrument pour les en extraire. Donc il faut utiliser des irrigants dégazéifiés pour ne pas produire de bulles plus loin. Encore une fois, je n'ai pas parlé de cet instrument puisque tous les articles qu'on a pour l'instant sont fournis par le constructeur et je ne sais pas si c'est très fiable. Il n'y a pas d'accès pour des études. On ne sait pas trop où on en est en termes de dynamique des fluides. C'est vraiment un secret commercial. Mais excellente question, merci. And many people complain about bleeding. I have heard about that also. I don't know if everybody question inaudible. There are complaints about irrigant extrusion and accidents. Question. Il y a parfois des problèmes d'extrusion d'irrigants avec cet instrument. Écoutez, nous dit-on, écoutez, je ne sais pas, il n'y a pas de preuves concrètes, mais j'en ai entendu parler effectivement.
Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une pression négative. J'ai vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les lasers, des doutes quant à la possibilité de produire une pression suffisante pour atteindre l'extrémité apicale. Ça me semble trop loin. Je crois qu'il faut être beaucoup plus près pour produire les conditions de ce type. D'autres questions? Questions hors micro? You don't speak about when you are in the curved canal and when the pipe touch the roots, what happens? The power reduces, or there is a condensation, and what about some tips? Very good question. I will repeat. So the question Je vais répéter la question. La question est de parler d'activation par ultrasons dans des canaux courbes. C'est une excellente question. Vous me donnez l'occasion de dire des choses que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure. Alors, l'activation par ultrasons peut produire des bulles, comme je le disais, et aider à nettoyer, mais dans certaines circonstances. Toutes les études dont je vous ai parlé partent du principe qu'on ne touche pas la paroi. Et pourtant, ça arrive très souvent. Quand on touche la paroi, disais-je, l'oscillation se réduit et donc il est vrai que l'instrument lui-même surcompense d'une certaine façon puisqu'il y a une analyse et lorsqu'il y a obstruction, l'instrument le perçoit et renforce son activité. Mais imaginez ce qu'il en est si l'on touche la paroi et que le système lui-même décide de compenser et de commencer à creuser la paroi. Ce n'est pas une bonne idée, donc il n'y a compensation pas à 100%, un peu moins. Dans un canal courbe, cela risque d'arriver plus souvent que dans un canal rectiligne. Si on courbe la lime auparavant, cela arrive peut-être un peu moins souvent. Mais je crois que toute technique qui dépend d'un mouvement latéral verra ses effets limités dans un canal courbe, en particulier si le canal est court ou étroit. Donc c'est un débat assez complexe auquel nous pensons tous, l'activité ou le résultat dans un canal courbe. Alors, le système Endovac, vous savez sans doute ce que je vais dire. Endovac ne peut pas produire de bulles. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Cela peut extraire des bulles, par exemple les bulles apicales si vous voulez vraiment, mais ça me semble un peu coûteux et complexe comme système pour le faire. Vous avez sans doute une seringue, une aiguille qui va vous coûter 1 € et vous y arriverez tout aussi bien. En ce qui concerne l'efficacité en termes de nettoyage, ça marche, c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais dans le canal principal, ça n'a pas vraiment de différence. Pour l'isthme, peut-être. En cas d'accident, je recommanderais de l'utiliser, effectivement. Si on a un accident avec une zone apicale très ouverte, et ça va effectivement éviter qu'il y ait extrusion. Mais dans les cas communs, normaux, ordinaires, c'est plus compliqué et ce n'est pas nécessairement recommandé. Une autre question? If you use a very small needle, you mean? Si on utilise une toute petite aiguille, c'est ça? Réponse, oui. Ce n'est pas tout à fait le sujet, donc je n'en ai pas vraiment parlé, mais la recommandation de nos jours est de dire qu'il faut utiliser des petites aiguilles de 30 ou moins et de les mettre de façon assez profond dans le canal à 1 ou 2 mm de la longueur efficace, donc pour être sûr d'avoir l'irrigant tout au fond. C'est pourquoi nous disons que les canaux doivent être préparés au minimum, enfin à une taille minimale. Si on les prépare à 20 ou 25, ça ne suffira pas pour atteindre l'extrémité.
Très bien. Merci. Je crois que vous avez répondu à toutes nos questions. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Christophe.